Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Love, Sex and Magic. Aujourd'hui, nous allons parler de sexe, sexualité sans tabou, bien sûr, c'est le but de l'émission. Durant les dernières décennies, depuis mai 68, la banalisation du sexe s'est accélérée et malgré les barrières dressées notamment par les autorités religieuses, le sexe est aujourd'hui omniprésent dans notre société. Mais pourtant, il reste à la fois tabou malgré cette banalisation. Alors, comment vivre sa sexualité sainement, bien sûr, et sereinement surtout? Comment apprivoiser les rapports sexuels? Comment évoluer dans le respect de soi, le respect de son ou de sa partenaire et le respect de la communauté humaine, bien sûr. C'est très important aussi de penser aux autres. Et c'est cela que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui à travers cet échange, comme toujours, inclusif et bienveillant. Pour cette deuxième, je reçois Émilien Troy-Saint-Hill, psychologue, sexologue et thérapeute de couple. Bonjour Émilien. Bonjour Rosalie. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation et de partager cet instant avec moi, avec nous, toutes les personnes qui nous écouteront. Merci pour ton apport et ton expertise. Merci à toi. Alors Émilien, dis-moi comment et en quoi surtout l'éducation sexuelle est importante. On va dire dans un premier temps que l'éducation sexuelle est importante pour apprendre la différence des sexes, pour respecter son corps et le corps de l'autre. Oui. Elle est aussi importante pour démystifier ce grand tabou qui tourne autour de la sexualité, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense, dans ton introduction. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'une éducation sexuelle adéquate? Alors, on va dire que de nos jours, l'image que les gens ont de la sexualité se base sur des fausses croyances, mais aussi par l'exposition des jeunes de manière précoce à des contenus pornographiques. Ainsi, l'éducation permet de détruire les fausses croyances autour de la sexualité. On ne fait pas l'amour de la même façon devant une caméra et dans la vraie vie. Oui. De nos jours, les écoles proposent des cours appelés EVRAS, surtout en Belgique, pour éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle auprès des jeunes enfants par des animateurs. Je trouve que ce travail est important pour le bien de l'individu, mais aussi pour le bien de la société. Ça concerne aussi les adolescents qui se trouvent dans une phase de leur vie avec le corps qui change. Ça met une pression psychologique sur les jeunes. Tout à fait. Ce que je pourrais dire dans un premier temps par rapport à une éducation sexuelle adéquate, c'est que l'éducation est aussi un moyen de prévention de santé publique. Les jeunes doivent apprendre à connaître les IST, la manière dont celles-ci se contractent, la manière de se protéger lors d'un rapport, mais aussi d'éviter une grossesse prématurée. Tout à fait. Une sexualité adéquate est une éducation tolérante qui se fait avec bienveillance. Elle permet de concevoir la sexualité de manière positive, dans le respect de soi et de l'autre. Il s'agit du respect du corps de l'autre, mais aussi de la question du consentement. De nos jours, on parle de consentement, on parle de plusieurs choses qui tournent autour du consentement. Voilà. Et comme ça, je pourrais répondre à cette question. Oui, tout à fait. Et tu as parlé de deux choses que j'aimerais bien, deux notions que tu approfondisses. La sexualité positive. Qu'est-ce que c'est que la sexualité positive? Parce que, je te donne mon exemple, à l'école secondaire, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle comme la plupart d'entre nous. Et comme tu l'as abordé, moi, ce que j'ai retenu de ces cours, c'était surtout justement la grossesse, les IST et
aujourd'hui, en tant qu'adulte, avec le recul, je me dis, bon, c'était une éducation sexuelle, oui, mais plus axée sur les risques, on va dire, de la sexualité. Et je ne vois pas ça forcément comme une éducation positive, sexuelle positive. Bon, après, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, c'est positif, c'est très important, comme tu l'as mentionné, pour soi et pour l'autre, bien sûr. Mais quand on parle, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui d'éducation sexuelle positive, ce mot positif, qu'est-ce qu'il signifie exactement? Pourquoi? Qu'est-ce qui différencie cette éducation-là d'aujourd'hui de l'éducation sexuelle d'avant, si je peux dire ça comme ça? Je pense que dans un premier temps, pour répondre à cette question, c'est que la sexualité positive, je dirais, c'est une sexualité qui tourne autour de la bienveillance et d'une certaine tolérance. Oui. Et que ce terme a été abordé par, je pense que c'est Upsalti qui dans un premier temps, a créé un mouvement comme ça de sexualité positive, et, dans lequel on retrouve plein de choses. On retrouve l'éducation sexuelle, mais aussi le mot sexophile et sexophobe. Mais là, on n'en est pas là. Je pense peut-être on va revenir par rapport à tout ça. Exactement, tout à fait. Je dirais que la sexualité positive, c'est une sexualité où on est dans la bienveillance et aussi dans la tolérance et dans le respect aussi. Exactement, oui. C'est tout à fait comme ça que je le vois aussi. Et alors, cette notion de consentement aussi que je voulais souligner, dont on parle beaucoup et qui fait aussi partie de l'éducation sexuelle. Du coup, j'aimerais juste que tu rappelles un petit peu ce que c'est que le consentement, parce que c'est pas toujours clair, hein, d'une personne à l'autre, hein. C'est très difficile de définir on peut définir la notion de consentement, mais dans la réalité, ça se passe toujours différemment. Mais le consentement, en gros, c'est quand l'autre me donne son accord. L'autre est en phase, est d'accord, me dit oui. C'est ça un peu le consentement. Mais peut-être dans la réalité, tu sais, ce qui se passe souvent dans la communication, c'est que il y a toujours des interférences et que entre l'émetteur et le récepteur, du coup, parfois, on ne comprend pas vraiment le message. Mais le consentement, en fait, c'est que, est-ce que je me pose la question, et je pose la question à l'autre pour savoir s'il est d'accord. S'il est d'accord, si on est sur le même lien, sur le même vibe, si je peux dire ça comme ça. Et si l'autre est d'accord à tout ce qui se passe et tout ce qui sera proposé. C'est un peu ça le consentement. Oui, tout à fait. Merci pour ce petit rappel très important. Pour donc en revenir, on va dire, à la sexualité plus précisément, en quoi est-ce que la masturbation est utile? Parce qu'en fait, donc quand on parle de sexualité positive, c'est aussi parler de tout ce qui est justement positif dans la sexualité et du plaisir. Donc là, aujourd'hui, on va beaucoup parler plaisir. Je vais te faire beaucoup parler du plaisir pour avoir plus d'explications pour nos auditeurs. Donc, en quoi est-ce que la masturbation est utile? Si elle est utile selon toi en tant qu'expert? C'est un mot, je veux dire, moi, personnellement, je vais aborder avec beaucoup de prudence. Et tu vas comprendre pourquoi. Tout à l'heure, nous avons évoqué la question des fausses croyances. Et la masturbation est l'un des sujets concernés. La masturbation chez l'adolescent renvoie à ce qu'on pourrait appeler l'acte d'amour de soi. Hein? Oui. C'est le fait de découvrir son corps, de prendre conscience de certaines choses. Il s'agit du premier acte sexuel. D'accord? Exact. Oui. Beaucoup de jeunes se masturbent parce qu'ils ont trop de pulsions. C'est souvent le cas chez les garçons, mais aussi chez certaines filles. Oui. Chez l'adulte, la masturbation permet de garder une activité sexuelle active, mais elle permet aussi de rester connecté à son corps. Hein? Oui. Il y a des gens qui se masturbent aussi dans le couple, ensemble. Tout à fait, oui.
Le but est d'apprendre à l'autre ses goûts, ses préférences. Mais il arrive aussi que l'on se masturbe mal. Hein? On ne prend pas le temps de le faire car on en a une mauvaise image ou on éprouve un sentiment de honte. Alors, on essaie de faire le plus rapidement possible avec des techniques qui laissent à désirer. Ici encore, le sujet reste tabou. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une notion à prendre avec beaucoup de prudence. Pourtant, on devrait se masturber comme si on faisait l'amour, hein? Tout en explorant les parcelles de son corps. Hein? Parce que la masturbation nous permet d'apprendre, d'explorer notre corps, de nous connaître en quelque sorte. Hein? Tout à fait. Elle permet aussi à garder le désir ou la libido éveillée. Il y a des gens qui ne se masturbent pas. Chez certains, le fait de ne pas avoir d'activité sexuelle pendant très longtemps peut produire des troubles, comme chez l'homme, vous le savez déjà, ça peut être un dysfonctionnement érectile, des problèmes d'éjaculation prématurée, alors que chez la femme, ça peut être un manque de désir, des problèmes de lubrification et des douleurs lors du coït. N'oubliez surtout pas, la sexualité, c'est comme faire du sport. Hein? Il faut s'entraîner le plus possible, sinon on perd de sa capacité, on perd de ses performances. Voilà. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je comprends que la masturbation, donc c'est une relation sexuelle avec soi-même. C'est vraiment exprimer son amour pour soi. Ce n'est en aucun cas un acte négatif ou quelque chose qui soit, on va dire, déconseillé. Par les experts. C'est tout à fait normal, surtout à l'adolescence, pour bien se connaître, découvrir son corps. C'est aussi utile dans un couple, donc pour partager ses préférences à l'autre. Et je comprends que c'est surtout important quand on est célibataire, à travers ce que tu dis, pour garder une activité sexuelle active dans le but d'éviter des troubles sexuels, autant pour l'homme que pour la femme. Donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment une question de santé sexuelle, en fait. Santé sexuelle, en effet. Oui. Waouh. Merci beaucoup pour ces explications. Et alors, justement, par rapport à la masturbation, qu'elle soit en couple ou en solo, surtout en couple, notamment, elle fait partie éventuellement des préliminaires. On parle aussi pas mal des préliminaires à l'acte au coït, puisque la masturbation fait partie de l'acte. Ces préliminaires, en quoi sont-ils importants? À quoi servent les préliminaires dans un rapport sexuel? Alors, il est important de ne pas généraliser. Il ne faut pas surtout généraliser. Toutes les femmes et tous les hommes n'apprécient pas forcément les préliminaires. Ça, je pense que ça, tu le sais. Oui. Déjà, et que certaines femmes aiment aller droit au but, alors que d'autres aiment que l'on prenne soin d'elles. Tout à fait. Et puis, ça dépend aussi des femmes. Je me permets de t'interrompre parce qu'on peut, à une période, aimer avoir besoin de temps pour les préliminaires et à certaines périodes, besoin de... Autre chose. Exactement. Oui, tout à fait. En effet. Parfois, les préliminaires peuvent être plus importants que la pénétration en soi. Tout à fait. Cependant, on n'a pas toujours envie ou besoin de préliminaires quand on fait l'amour. L'exemple du quickie en anglais. Exact, oui. Le rapport sexuel rapide. De temps en temps, on peut se permettre de faire quelques quickies. Exact. On va dire ça comme ça. Oui. Les femmes ont souvent besoin de stimuli aussi. Et de temps pour rejoindre l'excitation de l'homme. Parfois, quand on fait l'amour, l'excitation de l'homme part en flèche. Oui. La sexualité de la femme peut nécessiter des préliminaires, ce qui peut entraîner un souci de synchronisation.
Mhm. Il y a certaines femmes les femmes se plaignant de préliminaires trop courts, les hommes les trouvant, eux, trop longs. Oui, oui, oui. La question du désir, faire monter le désir est important, mais en réalité, il n'y a pas de temps déterminé quand on fait l'amour. Mhm. Pour bien faire, il faut prendre son temps pour faire l'amour, s'assurer que l'autre se sent bien, détendu, à l'aise, qu'il s'agisse de son partenaire de vie ou d'un nouveau ou d'une nouvelle partenaire. Rappelons que les préliminaires sont importants car l'essentiel, car essentiel. Mhm. D'une part, ils servent à faire monter la température, Tout à fait. ils servent aussi à faire monter l'excitation, et d'autre part, à préparer l'autre physiquement, sexuellement et psychologiquement. Tout à fait, oui. Les préliminaires apportent surtout du plaisir. Alors, quand on fait l'amour, il faut une certaine préparation physique, et les préliminaires contribuent à la lubrification vaginale ou à la production de ce qu'on appelle le liquide préséminal. La pénétration peut s'ensuivre ou la poursuite des caresses de l'autre. Le fait de se laisser porter par la tendresse ou la présence de l'autre, ça aussi, ça peut être intéressant. Certaines personnes arrivent à avoir un orgasme par les préliminaires uniquement. Oui, exact, oui. Et pour finir, et pour te laisser la place, n'oubliez surtout pas, quand vous faites l'amour, rien n'est obligatoire. Mhm. Il est important de discuter avec l'autre, de dialoguer avec l'autre pour savoir ce que l'autre apprécie dans l'intimité. Parce qu'on n'apprécie pas forcément les mêmes choses. Exact, oui. Et surtout, soyez des observateurs. Observez l'autre quand vous faites l'amour, mais aussi après l'acte. Il faut toujours discuter, il faut toujours dialoguer. Mhm. Voilà. Oui, Je ne sais pas comment tu vois les choses, si tu veux rajouter. Oui, merci. Oui, justement, j'ai pensé quand tu as parlé d'atteindre l'orgasme pendant les préliminaires, je me suis dit oui, c'est vrai en fait. Il serait plus juste de parler plutôt de rapports sexuels sans pénétration. C'est vrai qu'on le dit de plus en plus parce qu'en effet, ça peut être, on va dire, un rapport sexuel complet. Notamment par exemple chez les lesbiennes par exemple, c'est vraiment un acte de A à Z et donc il peut être en effet en prélude du coït et par exemple si les partenaires on va dire ne jouissent pas en même temps, il y en a un qui jouit, l'autre peut ensuite jouir avec on va dire justement ils peuvent continuer c'est le mot préliminaire qui me revient, mais c'est pas ça que je veux dire. Ils peuvent continuer donc l'acte sexuel sans pénétration pour amener l'autre, le deuxième également à l'orgasme. Donc oui, tout à fait, c'est tout à fait correct de rappeler qu'on peut atteindre l'orgasme à travers pénétration. Exactement. Seulement avec les préliminaires. Oui, tout à fait. Et merci beaucoup pour ces explications vraiment très, très, très complètes. Mais après, j'aimerais rajouter quelque chose. Ça dépend ce qu'on appelle par un acte sexuel complet. Parce que la sexualité commence par le regard, les regards. Et les préliminaires aussi peuvent aller dans ce sens-là. Je regarde l'autre, l'autre me regarde, du coup, on sent une tension, on sent quelque chose comme ça et ça nous fait vibrer, quoi. Oui. oui. Pas seulement le toucher. Et rien que dans le regard, on peut commencer l'amour commence, quoi. La sexualité commence, l'acte sexuel commence. Exactement. Et tu as parlé aussi de faire monter le désir, faire monter l'excitation. Et voilà, j'ai cette image. Après, c'est très caricatural, et tu l'as bien expliqué par rapport au fait que les femmes peuvent tout à fait aussi
parfois, ou certaines femmes, être tout à fait satisfaites et même pleinement satisfaites d'un quickie. Mais j'ai vraiment eu cette image de l'homme fonctionne un petit peu comme le chalumeau, hein, on l'allume et il est prêt directement. En effet, Et oui. la femme fonctionne plutôt comme le four. Oui, en Le effet. four a besoin Oui, d'être préchauffé et faire monter oui, la température pour reprendre ouais, l'expression oui. avant voilà, qu'il soit prêt pour insérer la tarte, on va dire ça joliment. Oui, c'est une très belle image. Oui, oui, en effet. Et une autre chose qui fait monter le désir aussi, dont on parle parfois, mais peut-être pas assez souvent, je pense, c'est les fantasmes. Alors, quel rôle jouent les fantasmes dans les rapports sexuels? Alors, déjà, cette question elle est très difficile à répondre, mais je vais essayer de faire de mon mieux parce que mais, les fantasmes peuvent jouer le rôle de garant dans un premier temps. Hein. Mmh. Beaucoup de personnes ont des fantasmes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, avoir des fantasmes. Mmh. Parfois, c'est même utile pour avoir une sexualité épanouie. Oui, tout à fait. Ils permettent de mettre de la couleur ou de pimenter la sexualité. Hein. C'est joli ça, oui. Le fantasme sexuel, par définition, est une représentation mentale consciente qui déclenche de l'émotion sexuelle et suscite le désir. Il permet de contrer la routine. Hein? Oui. Mais son rôle, c'est de maintenir le désir, de provoquer une excitation. Alors, chez certaines personnes ou chez certains individus, ils favorisent l'orgasme. Et les fantasmes contribuent à motiver une personne à se livrer à des activités sexuelles. Voilà. Moi, je pense que c'est important de nourrir et de ramener de nouveaux fantasmes. Hein. Si on peut, si on le pourrait ou si on le voudrait aussi. Hein. Ça, je pense que ça, c'est important de nourrir et de travailler les fantasmes, si je peux dire ça comme ça, si je peux répondre comme ça à la question. D'accord, oui, donc important de les nourrir, de les travailler, oui. Et pour toi, est-ce que c'est normal de fantasmer pendant le rapport sexuel? Quelle question piège! Ah, c'est pas du tout une question piège. Après, tout ce qui se passe chez l'autre, c'est-à-dire que si je fais l'amour avec quelqu'un, tout ce qui se passe dans ma tête, hein, on n'est pas obligé de le raconter à l'autre, hein, parce que ça fait partie de son intimité. Hein. Oui, le fameux jardin secret. Je pense que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une mauvaise chose. Hein, même si je suis en lien, en relation avec quelqu'un, je suis en train de faire l'amour avec quelqu'un, et du coup, bien sûr, je peux accéder à mes fantasmes, je peux profiter de mes fantasmes pour avoir beaucoup plus de plaisir, hein, pour avoir beaucoup plus d'excitation. C'est pas une mauvaise chose, hein. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Et on a pas mal parlé du désir aussi dans le rapport. Est-ce que ce désir est important et nécessaire pour ressentir et avoir du plaisir dans la relation sexuelle? Pour répondre à la question, je me permets d'oser ce parallèle. Hein. L'appétit vient en mangeant. D'accord. L'appétit vient en mangeant. Alors, ce qui voudrait dire, le désir est donc conseillé, mais il peut arriver que le désir ne soit pas au rendez-vous. Hein? Ça arrive. Oui. En se laissant aller aux caresses de l'autre, aux douceurs de l'autre, on peut réussir à prendre du plaisir, bien sûr. Donc, parfois, il faut le provoquer, ce désir. Il faut aller le chercher. Oui. Il faut dire que, étant que professionnel, la baisse du désir est l'un des principaux motifs de consultation en sexologie. D'accord. Ah oui.
j'imagine que toi, tu es ma collègue et que on fait quasiment le même métier. Tu valides ça aussi, hein, que la baisse du désir est l'un des principaux motifs de consultation enfin, bien sûr, il y a d'autres choses, mais ça, c'est quand même quelque chose qui vient couramment. Oui, 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 bien sûr. C'est quelque chose qui revient et qui inquiète les gens pas mal. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est normal d'avoir cette baisse de libido et notamment, plus souvent les femmes que les hommes. Moi, j'ai ce problème plus souvent, cette question plus souvent revient plus souvent chez les femmes que chez les hommes. En effet. Et justement, est-ce que pour toi, qu'est-ce qui peuvent être on va dire, les éléments qui pourraient faire, qui pourraient influer sur la libido au niveau physique, au niveau psychologique peut-être? Après, dans ma pratique, j'entends parler de fatigue, d'autres choses, hein, genre la fatigue, on n'a pas le temps de se voir, on fait rien ensemble. Il y a aussi la préparation, il y a aussi les disputes, il y a plein de choses, hein, il y a plein de choses. Mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le désir n'est pas toujours au rendez-vous, c'est aux gens de voir comment ils peuvent travailler ça en couple, comment ils peuvent travailler ça à deux pour qu'ils soient au rendez-vous. C'est-à-dire que passer du temps ensemble, ça c'est quelque chose que je trouve important, dans le sens que on est à deux, de temps en temps on se retrouve, on se donne rendez-vous, on prend du temps pour le couple, et ça c'est quelque chose qui pourrait aider les gens en fait à augmenter ou à amplifier ce désir, hein. C'est comme ça je vois les choses dans un premier temps, si je peux dire ça comme ça. Oui, tout à fait, merci. Et avec ça, penses-tu que l'orgasme est nécessaire à chaque fois qu'on a un rapport sexuel? Est-ce que parce qu'on n'a pas eu d'orgasme, forcément, le rapport est incomplet ou insatisfaisant? L'orgasme n'est pas toujours le but recherché dans une sexualité. Car tout le monde n'attend pas forcément l'orgasme, hein, quand on fait lors d'un rapport sexuel. Et il y a un mythe, tout un mythe autour de ce fameux... Oui, bien sûr. Tu sais, souvent, ça dépend des périodes, hein, il y a des choses comme ça qui sont très à la mode. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle souvent d'orgasme. Mais bon, après, moi, je pense que c'est pas nécessaire que vous soyez à la recherche de l'orgasme ou de faire absolument jouir votre partenaire lors d'un rapport sexuel, hein. Plusieurs aspects sont à prendre en compte dans cette question, hein. Toutes les femmes ne jugent pas forcément ou ne ressentent pas forcément le besoin de jouir lors des rapports sexuels, hein. Et surtout la première fois qu'on va faire l'amour, il faut du temps pour jouir, il faut aussi du temps pour l'autre. C'est un apprentissage en fait. Et que, tu sais, dans mon métier, je rencontre des femmes qui souffrent parce que leurs maris veulent absolument les faire jouir, hein, ce qui leur met une pression énorme, une pression de dingue, alors qu'elles n'en ressentent pas forcément le besoin, quoi. Oui, exactement. Il y a une sorte d'angoisse de performance comme ça, du coup, du côté de l'homme.
Des Et, deux côtés, des deux côtés, hein. oui, des deux côtés, oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que l'homme a besoin de faire jouer la femme a besoin d'avoir un orgasme absolument pour satisfaire l'autre, quoi, son partenaire. Hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui fait alors, qu'est-ce qui caractérise un orgasme, enfin pas un orgasme, autant pour moi, un rapport sexuel, on va dire, satisfaisant ou réussi? Ben, il faut se laisser aller, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et il faut aussi profiter. Hein? Parce que en réalité, plus vous faites une fixation sur l'orgasme, plus vous aurez du mal à avoir cet orgasme tant espéré. Hein? Oui. Il faut prendre du plaisir, se laisser aller, se laisser amener. L'orgasme n'est pas mécanique. Ça, il faut aussi le dire. Mais cependant, il est important de dire que si cela persiste ou que la personne se fait du souci, il est possible de contacter un professionnel, un professionnel comme Rosalie ou quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un rapport réussi aboutit pas forcément à un orgasme, quoi. Hein? Oui, tout à fait. À partir du moment où je pense on peut prendre beaucoup de plaisir sans forcément aller jusqu'à bien sûr. Et si on est, on va dire, heureux après cette connexion, parce que finalement le sexe c'est aussi une connexion de deux corps et de deux âmes. Donc à partir du moment où on est heureux et épanoui, même sans avoir atteint le fameux point culminant, on peut pas. Je dis toujours qu'on peut pas forcément aller au restaurant 4 étoiles tous les jours, et parfois c'est important de varier les plaisirs. Et en effet. voilà. Il faut aller de temps en temps au kebab du coin, quoi. Voilà, tout à fait. Et l'essentiel, c'est vraiment d'être satisfait de manière générale. Donc oui, merci, c'est important de le rappeler pour justement diminuer cette fameuse pression dont on parle et se dire qu'un rapport peut être tout à fait OK sans orgasme. Donc merci. Du coup, quels sont les bénéfices d'avoir une sexualité épanouie? Parce qu'on a parlé beaucoup de plaisir. Et donc, pour ne pas donner l'impression aux gens qu'on veut absolument emmener tout le monde à avoir une sexualité, on va dire, à l'excès. On est vraiment surtout ici, j'insiste sur une question de qualité plus que sur la quantité. Et la qualité notamment, tu as beaucoup parlé de respect qui est très important, la connaissance aussi de soi, de l'autre. Hein. La connaissance, c'est vraiment la base pour tout. Et donc, quels sont les bénéfices d'une sexualité épanouie? Les bénéfices d'une sexualité épanouie sont nombreux. Hein? Il y en a plein. Au niveau de la santé, certains aspects sont trouvés améliorés par l'augmentation de l'espérance de vie, hein, la diminution des douleurs comme les maux de tête, etc. Il y a ce qu'on appelle aussi, quand on fait l'amour, comment je peux dire ça, ce qu'on appelle la libération d'hormones. Hein. Quand on fait l'amour, on sécrète pas mal, on libère pas mal d'hormones comme l'ocytocine, l'adrénaline, la morphine, et, hein, tout ça. Fait. Les fameuses et pour les hommes, s'il te plaît. Les fameuses antidouleurs. Oui, en effet. L'hormone du bonheur, de l'attachement. En effet. Oui. Pour les hommes, à ce qu'il paraît, ça diminuera en fait les risques de cancer de la prostate. Hein? Ça, on le sait, et que chez les femmes, une diminution des risques du cancer du sang, même si cela n'a pas encore été confirmé, hein, par la science. Oui, exact. Mais il paraît que ça diminue des risques du cancer du sang. Hein? Au niveau individuel, on peut dire qu'une sexualité épanouie peut donner aussi de la confiance en soi. Hein? Quand on se sent bien, on fait bien l'amour, on se sent heureux, on se sent épanoui, on a une bonne santé sexuelle. Du coup, ça peut booster notre confiance en soi. Hein?
Oui, exactement. Et donc avoir un impact sur son humeur et donc sur les rapports sociaux, bien sûr. Hein. Quand on est plus heureux, plus épanoui, quand on se sent plus en confiance, ça facilite justement l'ouverture aux autres, ça facilite la communication avec les autres parce qu'on est plus réceptif, on est plus joyeux, donc on voit un peu plus le verre à moitié rempli. Et, euh, et aussi, on dit aussi que ça rend beau, le sexe rend beau. J'aime bien cette phrase. Et bon, je dirais, c'est pas, on ne change pas hein, après un rapport sexuel, mais justement, le fait qu'on soit plus joyeux, plus épanoui, plus ouvert, ça se voit aussi, hein, ça s'inscrit sur notre visage. Donc, on est plus Bien sûr, lumineux, on on se est sent plus beau parce qu'on se sent radieux. délivré, on se sent aimé, on se sent... Exactement. Et ça se oui, voit. oui. Les autres peuvent voir qu'on est, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose là, Voilà. hein? Il y a On est quelque chose. plus joyeux, plus épanoui. Et donc, on a cette impression euh, d'être plus beau. Donc, oui, c'est important d'avoir une sexualité épanouie. Merci pour ce rappel. Et l'amour dans tout ça. On parle beaucoup de sexe et l'amour. Comme on, comme on peut s'en douter, on ne fait pas toujours l'amour par amour, hein? Mm-hmm. C'est chouette ça. Mais il est vrai qu'une sexualité épanouie peut passer par le sentiment d'aimer et être aimé. Certains détachent l'amour d'un rapport sexuel. Mm-hmm. Hein. Pour certaines personnes, c'est une évacuation d'une pulsion. Il ne faut pas négliger non plus l'aspect psychologique et sociologique de cette question. L'amour devient une réalité aux yeux de la société, sous la forme d'un couple. Hein? Oui, exact. Autrement dit, d'une relation interpersonnelle durable. Il ne garantit en rien une sexualité satisfaisante. Hein? Mm-hmm. Je m'explique. On peut aimer follement une personne avec laquelle pourtant on ne prendra pas son pied, si je peux dire ça entre parenthèses. Oui, tout à fait. Oui. Si des blocages peuvent exister, le recours à un professionnel peut souvent aider à avancer dans ce genre de situation. Oui. On peut, à contrario, trouver un partenaire sexuel sur lequel on sera sur la même longueur d'onde sans pour autant vouloir faire sa vie avec cette personne. Mm-hmm. Mm-hmm. Nous sommes encore et toujours influencés par certaines valeurs qui voudraient nous faire croire que notre âme sœur viendrait combler tous nos besoins et lacunes. Mais ça, c'est à discuter. Hein? Oui, à discuter. Oui, c'est vrai. C'est un tout autre sujet, si je peux dire ça comme ça, une toute nouvelle séance. Et donc, j'entends bien et qu'on peut avoir on peut avoir une compatibilité sexuelle sans forcément être amoureux, et on peut tout à fait aimer une personne profondément, sincèrement, sans forcément trouver du plaisir dans l'acte avec la personne. Et là, alors, à ce moment-là, bien, un accompagnement est nécessaire si, bien sûr, on a le désir d'atteindre un épanouissement sexuel avec l'être aimé. Oui. Oui, tout à fait. Et donc, on dit souvent que les femmes donnent du sexe pour avoir de l'amour. Et que non, c'est l'inverse. J'ai un trou de mémoire comme ça tout d'un coup. L'adage dit la femme, oui c'est ça, la femme donne du sexe pour avoir l'amour, et en espérant. L'homme il donne quoi? L'homme donne, mais l'homme ne donne pas l'amour pour avoir le sexe. J'ai un bug je pense à cette phrase, elle est dans ma tête, mais elle n'arrive pas à sortir, tu vois. Elle arrive non, pas. je connaissais pas, mais après, comme je suis très prudent, du coup, après, c'est peut-être une réalité, hein, mais bon, je pense que je sais pas si les femmes donnent du sexe pour avoir de l'amour ou si c'est l'inverse, mais bon, Oui, après, bon, c'est possible.
Oui, après, réalité, ce n'est jamais... bon, on dit toujours que les généralités, Oui, il ne faut pas faire des généralités, ce qu'on dit souvent. bien sûr. Mais après, oui, c'est ça. Donc, en fait, pour recevoir de l'affection, elle va donner du sexe. Parce que finalement, on se dit que le sexe, l'homme en veut. Dans, on va dire, les croyances, hein, justement, les croyances entre guillemets fausses, parce que je pense que l'homme a autant besoin des deux que la femme. Euh, et il y a d'ailleurs cet exercice, où, en tantra, où l'homme et la femme sont assis, enfin la femme est assise à califourchon sur l'homme, et où en fait elle reçoit l'énergie sexuelle de l'homme, donc du hara, donc du chakra sexuel de l'homme vers le sien. Elle le fait remonter à son cœur et elle donne ensuite à l'homme de cœur à cœur. Et l'homme le fait descendre du cœur au sexe. Et donc, en fait, je trouve que ça illustre un petit peu cet adage dont je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à le remettre dans l'ordre, où, en fait, la femme, donc, ce dont elle a besoin, c'est l'amour, et donc elle va donner le sexe en échange. Et l'homme, ce dont il a besoin, oui, c'est ça, du coup, c'est du sexe, et il va donner de l'amour en échange, entre guillemets. Il faudrait une image pour voir un petit peu ce dont je parle. Mais voilà, je vais refermer la parenthèse parce que je trouve que c'est pas très clair ce que je dis, et pourtant je vois exactement ce que je veux dire. Si je Moi, je trouve que, bien plus clair. moi, je trouve que c'est très clair. C'est très clair. Je comprends bien ce que tu dis, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses? Ben après, c'est une théorie comme les autres, je veux dire. Mais après, comme je maîtrise pas celle-là, je veux pas trop m'aventurer. Mais comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très prudent. Mais je pense que, en effet, là où je te rejoins, c'est que la femme a tant besoin de la sexualité ou de l'amour, hein, que l'homme. Du coup, je pense il faut voir ça comme ça, plutôt. Oui, 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 exact. Donc, on a des besoins à la fois similaires et différents. Et finalement, ça dépend plus, je pense, pas tant catégoriser les femmes d'un côté ou les hommes de l'autre, mais plus des individus, parce qu'il y a des femmes qui vont, entre guillemets, fonctionner un peu plus comme les hommes et vice-versa, enfin comme les hommes, je veux dire, qui auront alors à ce moment-là une énergie masculine, on va dire, un peu plus développée, et des hommes qui vont un peu plus développer leur côté yin, leur côté plus féminin. Et donc, oui, c'est vrai que c'est important de se rappeler qu'au-delà d'être un homme ou d'être une femme, nous sommes des individus et Des êtres humains. Oui, des êtres humains, des individus, quoi. exactement, ça nous permet de comprendre un petit peu certaines choses quand on catégorise, mais c'est important de se rappeler que tous les hommes ne fonctionnent pas de la même manière et toutes les femmes ne fonctionnent pas de la même manière non plus. Et notamment par rapport à ces différentes, de nouveau je vais mettre entre guillemets le terme catégorie sexuelle. Donc pour faire le lien avec tout à l'heure où on parlait du fait d'être attaché à une personne, d'être dans une relation amoureuse, d'aimer profondément une personne et de ne pas avoir de désir sexuel ou de plaisir sexuel, c'est important de dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des rapports sexuels. Il n'est pas anormal de ne pas avoir de désir sexuel et notamment il y a ce qu'on appelle les asexuels dont je voudrais qu'on discute aussi parce qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on pousse tout le monde vers une sexualité absolue et c'est aussi ok de ne pas avoir de désir, mais c'est juste savoir en fait finalement être conscient, mieux se connaître et de savoir est-ce que je suis asexuelle ou alors est-ce que je suis sexophobe ou alors est-ce que j'ai voilà des troubles sexuels, d'où l'importance quand on se pose des questions de
de pas tirer des conclusions hâtives et d'aller consulter un professionnel, un spécialiste, pour mieux se connaître, mieux se comprendre et être en alignement, en phase avec soi. Et du coup, j'aimerais bien un petit peu savoir pour toi, qu'est-ce que c'est ces notions enfin pas pour toi, mais plutôt pour nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une personne asexuelle? Qu'est-ce que c'est qu'un sexophobe? Et qu'est-ce que c'est qu'un sexophile? Parce qu'en fait, finalement, nous, on parle beaucoup plutôt pour les sexophiles dans cet épisode. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer aux gens ce que c'est? Ces deux termes ont été repris par Hugues Salty qui a fondé la sexualité positive. Oui. Comme je le disais lors de l'introduction, il a désigné le sexophile comme étant une personne aimant le sexe. Le sexophobe, si je ne me trompe pas, celui qui ne l'aime pas. Exact. Entre les deux, il y a l'intermittent du sexe. Tout à fait. Et comme celui qui se situe entre les deux, quoi. Oui. À savoir un jour avec, un jour sans. Mm-hmm. Alors que la sexualité est désignée par, quand je dis la sexualité, par la sexualité comme on la connaît, hein, c'est l'apostrophe A, hein, asexuel, où la sexualité est désignée par un désintérêt pour le sexe, voire une absence d'orientation sexuelle. C'est ça, hein, les différentes définitions. Sauf que moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose, c'est que dans les faits, rien n'est figé, quoi. Exact. Comme tu le disais tout à l'heure, rien ne détermine qui nous sommes. Nous évoluons, ainsi que notre sexualité. Exactement. Par rapport à notre corps changeant, nos expériences de vie, ou encore ce que nous amène, ou encore ce que nous amène notre partenaire, quoi. Oui, exactement. Merci pour cette précision, très très importante. Donc pour le dire avec mes mots, c'est vraiment, avec mes mots, le sexophile, c'est vraiment une personne qui apprécie le sexe, qui aime le sexe. Un petit peu, j'aime bien souvent comparer le sexophile avec le nophile. Donc le nophile, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un amateur de vin. Et donc un amateur de vin, il aime le bon vin, il apprécie le bon vin. À ne pas confondre avec, je dis toujours, l'alcoolisme. Oui, je vois. Elle va prendre tout ce qu'elle peut boire. C'est une maladie en fait, tout simplement. Alors que le nophile, c'est pas du tout une maladie, c'est, j'ai envie de dire, presque une qualité. Et donc le sexophile, c'est la même chose. C'est vraiment une personne qui sait apprécier la qualité du sexe. C'est pas du tout une personne malade. C'est pas du tout un trouble. C'est tout à fait ok et normal. Donc c'est une personne qui a une santé saine, on va dire ça comme ça. Une santé sexuelle saine. Le sexophobe est une personne qui n'aime pas le sexe. Maintenant, pourquoi il n'aime pas le sexe? C'est intéressant et je pense peut-être important pour sa vie de couple d'aller consulter pour essayer de trouver ce qu'il y a derrière on va dire ce choix ou ce comportement plutôt. Et alors, bien, comme tu l'as dit, je ne peux pas le dire autrement, c'est vraiment, des jours avec, des jours sans, dépendamment de si tu as sorti les poubelles, ok, tu vas y avoir droit. Si tu n'as pas ramassé tes chaussettes, peut-être pas. Non, aujourd'hui, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie. Oui, demain, pourquoi pas. Et donc, vraiment, ça varie en fonction de nombreux facteurs, on va dire ça comme ça. Et l'asexualité, c'est une orientation sexuelle. Et donc, ça, de nouveau, c'est tout à fait normal et ok. Ce n'est pas du tout un trouble. Et comme tu l'as si bien dit, c'est important aussi de le dire, rien n'est figé. Nous sommes des êtres qui évoluent et justement, la seule constance dans la vie, c'est l'évolution.
Et donc, voilà, on peut être sexophobe un jour et peut-être intermittent le lendemain et asexuel, voilà, 10 ans plus tard parce qu'on a évolué pas mal dans sa vie ou voilà, être sexophile et rencontrer on va dire, vivre un événement ou une série d'événements qui va faire que, voilà, on devienne sexophobe. Donc, rien n'est figé, d'où l'importance d'être à l'écoute de soi. Et cette fameuse communication sexuelle dont tu as parlé aussi, pour pouvoir mieux comprendre son partenaire et l'évolution de son partenaire, parce qu'on n'est pas toujours sur au même niveau, si je peux dire ça ainsi, que son partenaire. Et ne pas hésiter, sentez-vous libre toujours de parler et de consulter au besoin. Donc voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. J'aimerais bien rebondir sur quelque chose. Oui. Je pense qu'il est important de différencier le sexophile et une addiction sexuelle. Tout à fait. C'est la seule chose que je voulais rajouter. Voilà. Oui, c'est primordial et je pense qu'on peut même, c'est très important de prendre un peu plus de temps pour ça parce que beaucoup de gens confondent. Beaucoup de gens confondent justement le sexophile avec, bien, on parle de la nymphomane pour la femme, ou le terme existe aussi pour l'homme, le satyriasis. Et ça, il s'agit bien sûr d'un trouble sexuel dont c'est important. Si une personne hésite, se demande, tiens, finalement, est-ce que je suis sexophile ou je suis nympho, c'est peut-être important. N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Et merci beaucoup de souligner ça. C'est très, très important pour ne pas culpabiliser finalement les personnes sexophiles qui n'arriveraient pas à s'épanouir parce qu'elles sont culpabilisées et qu'elles pensent qu'elles ont des addictions. C'est important. Merci. Merci beaucoup, Émilien, pour ça, pour cette précision. Je t'en prie, Rosalie. Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. Je te remercie encore pour ta participation. C'était, pour moi personnellement, très intéressant. J'espère pour les personnes qui nous écoutent qu'on a pu leur apporter des réponses, des éclaircissements et notre porte est toujours ouverte. Je mettrai les informations pour nous contacter au besoin. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Émilien. Merci beaucoup, Rosalie. Porte-toi bien. Au revoir. Au revoir, merci.